Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Mad Max Fury Road de George Miller. Après-séance qui se fera dans ce nouveau décor que je vous présente. Après-séance qui se fera aussi avec dehors un Mistral qui souffle à peu près à 1 milliard de km/h. Donc fatalement ça va faire un peu de bruit, j'ai l'impression. Ça va aussi faire des variations de lumière étant donné que les nuages passent comme ça devant le soleil. Bordel de merde. Et pour l'occasion aussi, j'ai retrouvé ce vieux t-shirt que j'avais dans mes piles. T-shirt que j'ai dû mettre à peu près une fois dans ma vie, parce qu'il ne va pas très bien, mais bon, il était plutôt approprié ici. Donc voilà, mais pour en venir à Mad Max Fury Road. C'est un film qui est délicat à appréhender parce qu'il y a eu un consensus énorme autour. J'ai pas vu une seule véritable critique négative sur ce Mad Max. Le plus négatif que j'ai vu, c'était des choses vaguement mitigées, mais pas plus. Donc il y a un consensus énorme tel que j'en ai pas vu depuis des années. Et je voulais pas faire un après-séance juste pour répéter ce qui a déjà été dit à ce sujet, à moins d'avoir un avis vraiment opposé pour diverses raisons. Ça valait pas le coup de juste répéter ça, parce que les cascades incroyables, la réalisation virtuose, le fait d'avoir des personnages féminins forts, tout ça a été dit encore et encore, et voilà, je suis d'accord avec ces éléments. Mais en fait, je me suis surtout posé une question par rapport à ce film. Je me suis demandé comment ça se fait que ce film soit perçu à ce point comme une alternative au blockbuster aseptisé moderne. Et plus précisément, une alternative à une certaine esthétique du tout numérique, à certains canons de construction qui sont devenus vraiment prévisibles au fil des années. Et je me suis rendu compte que ça, c'est entre autres grâce à la manière dont Mad Max Fury Road mélange le présent et le passé, sans tomber dans une nostalgie vaine, sans tomber dans un trip vintage qui devienne régressif. Et ça, c'est particulièrement plaisant dans un contexte où, depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus recours justement au fait de puiser dans le passé de manière parfois un petit peu factice, un petit peu artificielle, notamment les années 70 et les années 80. Depuis quelques années, c'est surtout les années 80. Et dans ce contexte-là, ça fait vraiment plaisir de voir une démarche comme celle de George Miller. Et ça, pour moi, ça se découpe en 3 temps. Tout d'abord, ce Mad Max arrive à réconcilier les deux manières d'aborder le genre post-apocalyptique, qui se sont vraiment deux manières qui se sont dissociées, j'ai l'impression, au fil du temps. D'un côté, on a le post-apo un petit peu fantaisiste, vraiment pulp, et de l'autre, on a le post-apo un peu plus sérieux, traité avec un peu plus de réalisme, comme dans la lignée d'un film comme La Route, par exemple. Et de plus en plus, le post-apo fantaisiste a eu de plus en plus mauvaise presse, quelque part, et ces dernières années, j'ai l'impression que le post-apo s'est essentiellement tourné vers une approche beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus austère. Et avec ce Mad Max-là, George Miller arrive à montrer qu'il n'y a pas de démarcation aussi hermétique entre ces deux approches. Mad Max Fury Road, c'est le mélange parfait d'un film qui arrive à être ultra pulp et ultra jouissif à ce niveau, et à la fois réaliste. Dans le côté pulp, il suffit de voir le look des personnages, le joueur de guitare qui est juste complètement hallucinant, un des deux lieutenants du méchant qui s'appelle Immortan Joe, dans les marécages, quand il arrive aveugle avec ses deux mitraillettes sur fond de Verdi, c'est juste too much. Il y a un côté vraiment too much dans ce film qui est vraiment super plaisant, qui est assumé comme tel, contrebalancé par une manière ultra réaliste d'aborder cet univers. Là, on a affaire à un monde qui est sale, poussiéreux, craspec. Tous les corps sont soit mutés, soit mutilés. On sent vraiment le côté retombée radioactive après l'apocalypse. Et donc, c'est vraiment important, ça, arriver à contrebalancer toutes les saillies presque génialement grotesques du film, génialement presque burlesques dans le too much, avec un côté vraiment très organique, très ancré dans la réalité. Là, tous les corps et tous les objets dans le film, on a la sensation qu'ils ont une patine, ils ont vraiment été malmenés par les événements et par les circonstances. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette démarche et de donner ce côté viscéral, tangible. Et ça donne en fait au film un côté qui est à mon sens essentiel, c'est-à-dire faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Le deuxième point, c'est que Miller arrive à réimporter dans notre cinéma actuel des éléments esthétiques issus du cinéma d'action des années 80, mais pas les éléments les plus évidents ou putassiers, les éléments qu'utiliseraient beaucoup de films qui sont dans une démarche vraiment vintage régressive. Là, Miller réimporte des choses qui servent l'identité et le propos du film. Il le fait vraiment pour une bonne raison. Par exemple, bien entendu, il y a déjà les cascades réelles, faites réellement sur le plateau. Il y a aussi l'utilisation des fondus au noir comme transition dans le film. C'est un truc qu'on voit vraiment quasiment plus du tout dans les blockbusters actuels, mais ça donne un autre cachet et un autre rythme tout de suite aux enchaînements entre séquences. Et surtout, il y a aussi l'utilisation des séquences accélérées. Et ça, on y est tellement plus habitué aujourd'hui que pendant toute la séquence d'intro du film, quand Max essaie de s'échapper, j'ai vraiment cru qu'il y avait un problème pendant la projection, qui était vraiment un problème spécifique à la salle dans laquelle j'étais. Donc je me suis demandé ça pendant toute l'intro, et après je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un parti pris du film, et je me suis réhabitué à cet artifice-là. Mais effectivement, passer cette surprise de début, c'est quelque chose qui renforce encore l'immersion et l'impact en fait des scènes d'action.
Et le troisième point, c'est le fait que Miller arrive à prendre tout ce bagage qu'il a en tant que réalisateur et auteur, parce qu'il est plus tout jeune, le monsieur. Il arrive à prendre ça et avoir suffisamment d'assises, de recul par rapport à son expérience pour convertir ça de manière constructive au cinéma actuel en utilisant tous les moyens qu'offre aujourd'hui une grosse production de ce type. Et ça donne en fait un mélange ultra détonnant où tout fonctionne vraiment pour les bonnes raisons. Tout ce mélange passé-présent fonctionne pour les bonnes raisons. Et ça donne grâce à ça des images et des plans iconiques. Il y a 300 000 money shots à la seconde dans ce film. Je pense par exemple, entre autres, le plan qui, à ce niveau-là, qui m'a le plus marqué du film, c'est tout simplement avec les espèces de la course-poursuite avec les perches. Quand Tom Hardy est pendu à une perche qui fait ce mouvement-là à travers le cadre et qui l'assiste en passant en fait à une explosion qui se trouve devant lui. Et il y a tout dans ce plan. Il y a juste la maestra visuelle, la réalisation. Il y a toute la violence et toute l'urgence de la situation. Il y a un côté burlesque, parce que c'est presque fandard de voir Tom Hardy qui passe de manière grotesque devant, comme ça, cramponné à une petite perche et assister juste à l'apocalypse qui se déroule devant ses yeux. Tout est concentré dans ce genre de plan, toute la démarche de Miller est vraiment concentrée là-dedans. Et c'est à la fois brillant et galvanisant de constater qu'aujourd'hui encore, on peut, à ce niveau de production, arriver à quelque chose d'aussi maîtrisé. Maintenant, concernant l'un des rares points négatifs que j'ai pu lire ou entendre à propos de ce Mad Max, à savoir son côté simpliste, le fait qu'il raconte pas grand-chose et que finalement on ne fait que regarder une course-poursuite pendant 2 heures, c'est passé à côté de ce qui fait la sève dans Mad Max et ce qui fait de manière plus générale l'intérêt de ce genre de cinéma. C'est un genre de cinéma qui est avant tout fondé sur le mouvement, sur une narration purement visuelle qui se passe de dialogue. Et surtout, il ne faut pas confondre simple et simpliste. C'est pas parce qu'un film raconte quelque chose de simple que cette chose est simpliste et inintéressante, bien au contraire. Là, on a affaire à un récit qui revient au fondement même de ce type d'histoire, des fondements qui sont quasi mythologiques. Et là, on a typiquement affaire, par exemple, à la structure du voyage du héros. C'est un voyage qui est cyclique, le héros s'engage sur une quête, il revient à la fin à son point de départ, tout en étant changé et idéalement enrichi. Que ce soit au niveau du porte-monnaie ou de l'âme. Donc voilà, je comprends que ça puisse déstabiliser si on n'est pas préparé à ce type de narration, ou si tout simplement on n'est pas sensible à ce type de narration aussi. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas faire un procès d'intention à ce film pour ça, et surtout pas nier la richesse thématique de ce type de film. Mais, car il y a un mais, il y a un point sur lequel je suis un peu plus mitigé dans ce film, et c'est la position de retrait, voire parfois de faiblesse de Max dedans. Et c'est un truc qui me surprend et que j'observe depuis quelques années dans l'industrie du cinéma et plus particulièrement le milieu des blockbusters. C'est un truc que je vois de plus en plus répandu. Le fait de prendre une franchise avec une figure emblématique en son sein et prendre cette figure emblématique et en faire presque un personnage secondaire au sein de son propre film. C'est une démarche que je ne m'explique pas en fait. Récemment, il y avait eu le dernier Godzilla qui faisait ça, j'en avais parlé en après-séance, et dans le cas de Godzilla, je pense que c'était juste de la maladresse en fait. Il voulait vraiment iconiser le personnage, mais il le faisait beaucoup trop tard dans le film et c'était juste une erreur de dosage. Tandis que dans le cas de Mad Max Fury Road, je pense pas du tout que ça soit de la maladresse, vu le degré de maîtrise de Miller dans son écriture et dans sa réalisation. Au contraire, je pense que c'est vraiment un parti pris de déconstruction du personnage, de déconstruction de la figure du héros et du mythe que représente Max dans cette saga. Mais ça a beau être un parti pris, ça reste un parti pris auquel personnellement je suis pas du tout sensible. C'est une réflexion que je m'étais faite aussi en regardant la toute première bande-annonce de Fury Road. Je l'avais postée sur la page Facebook du Fossoyeur à l'époque, avec le même commentaire. Je m'étais dit en gros, pourquoi quand on prend un personnage aussi emblématique de la culture populaire qui date d'il y a quasiment 30 ans et qu'on veut le réintroduire dans la culture populaire actuelle, pourquoi à ce point dans cette première bande-annonce le mettre autant en retrait finalement? C'est contre-productif et je pensais que c'était une erreur de communication de la bande-annonce qui n'était finalement pas à l'image du film. Et après visionnage du film lui-même, je dois avouer que c'était pas du tout une erreur de communication, c'est complètement raccord avec le film. Là, il y a une volonté systématique de désamorcer tout ce qui pourrait devenir vraiment un moment de cow-boy ou un passage iconique pour le personnage lui-même. Des passages iconiques, il y en a plein dans le film, mais ceux de Max, paradoxalement, sont constamment désamorcés justement. Et son seul passage vraiment de cow-boy qu'il a dans le film, à savoir dans les marécages quand il démonte une voiture à lui tout seul, ça se passe hors champ, on le voit même pas faire ça. Donc on conçoit intellectuellement qu'il a cette puissance-là et qu'il est capable de ça, mais on ne peut pas le ressentir au visionnage. Donc c'est encore une fois une volonté de déconstruire cet aspect héroïque et badass. Et je sais pas trop pourquoi Miller fait ça. Peut-être que par ricochet, c'est aussi pour donner plus de puissance et d'importance à ces personnages féminins, ce que je conçois totalement. Mais peut-être qu'il y avait un meilleur équilibre à trouver et arriver à développer des personnages féminins forts sans, désamorcer à ce point la figure héroïque ou anti-héroïque pour le coup de Max. Non mais bordel, c'était si compliqué de montrer conduire sa bagnole mythique dans le film, en dehors des 2 premières minutes où il se tape un accident de la loose? Apparemment oui.
Donc pour conclure sur Mad Max Fury Road, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a pas autant transcendé que ce qu'il a apparemment transcendé beaucoup de gens, mais comme dirait Samuel Jackson dans Pulp Fiction, ça fait du bien par où ça passe, et ça donne de l'espoir concernant un certain type de cinéma populaire. Parce que si un type comme Miller à 70 balais peut arriver et poser un truc comme ça, il peut se passer des choses à l'avenir. Et j'espère que dans les suites du film, qui sont apparemment déjà prévues, il continuera à creuser ce filon. Donc voilà pour mon avis sur Mad Max Fury Road, et je vous dis à très bientôt. Bye!